12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux films. L'un est bavard et va de l'avant, retraçant l'apprentissage d'une femme enfant, littéralement, ces pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, quand l'autre film, sous forme de retour en arrière, détecte les mécanismes du silence et du déni. C'est Un silence de Joachim Lafosse. Et nous en débattons ce midi avec vous, Antoine Guillot. Bonjour. Bonjour. Producteur de l'émission Plan Large, le samedi sur France Culture. Face à vous, Thierry Chaise. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes journaliste critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Je vous présente Bella. Bella, je te présente Monsieur McCandles. Bonjour, Bella. Oh! C'est un sujet d'étude. Bonsoir. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Mais elle réalise des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement. Dites-moi, d'où vient cette jeune femme? Je vais vous le dire. D'autant qu'il s'agit d'une belle histoire. La belle histoire, c'est celle de Bella Baxter, interprétée par Emma Stone. Bella, sauvée des eaux et à qui le professeur Godwin, dans un élan fantastique à la Frankenstein, a transplanté un cerveau de bébé. Pour la science, évidemment. Mais évidemment, la science ne va jamais seule et Bella, loin de se cantonner au rôle de rat de laboratoire, va partir en quête du monde et d'elle-même. Sur le motif de l'Odyssée, de Londres à Paris, en passant par Lisbonne et Alexandrie, et avec en fond la philosophie d'Emerson et son perfectionnisme moral, le dernier film du grec Yorgos Lanthimos fait de Bella une héroïne à la Candide, capable d'opposer l'intelligence de la naïveté à la bêtise des normes. Thierry Chaise, avez-vous été conquis par ce dernier Lanthimos qui a remporté, je le précise, le Lion d'Or à la Mostra de Venise et le prix de la meilleure comédie aux Golden Globes et aussi la meilleure interprétation pour Emma Stone. C'est pas fini. C'est ça, c'est pas fini. J'ai envie de répondre oui et non. Parce que la première réaction que j'ai eue en sortant est quelque chose de plutôt positif par rapport à... Moi, je dois avouer que le cinéma de Yorgos Lanthimos, depuis Canines, puis ensuite son passage par entre guillemets Hollywood, ça fait partie des réalisateurs, auteurs, qui peut avoir n'importe quel comédien qui sont fiers d'aller travailler avec lui. Donc par exemple Emma Stone elle-même. Voilà, et il y a voilà, Colin Farrell dans les autres films, voilà. Et il y a chez lui depuis toujours ce qui me vient une immense misanthropie, une sorte, tout ce qui peut me déranger chez Haneke par exemple. Et là, d'un seul coup, je me disais enfin, il aime un de ses personnages, et donc je suis prêt à faire la route avec lui. Je suis d'autant plus prêt à faire la route que je trouve que pour moi en tous les cas celle qui domine ce film et mérite ses prix, c'est Emma Stone qui fait une composition absolument dingue. C'est vraiment une comédienne que moi j'aime depuis le début, qui s'est fait d'abord connaître par des comédies et qui a un registre qui est de plus en plus important. Donc tout ça fait que moi je suis prêt à faire ce voyage. 2h35, c'est quand même un bon peu voyage. long. C'est un bon voyage. Moi c'est 2h35, mais voilà, j'ai senti un peu... voilà, donc ma première action a été ça, et puis ensuite voilà, j'ai retrouvé quand même, on pourra parler après, le Lanthimos que je n'aime pas beaucoup, qui est celui où j'ai quelque chose à dire, je vous l'explique, et puis je vais bien montrer que je vais faire de la mise en scène à côté. Et moi, ces effets c'est un peu lourd, quoi. Qui me rappellent le Terry Gilliam du Dr Parnassus m'ont fait souvent quitter le film. Antoine Guillot. C'est très méchant pour Terry Gilliam. Non, c'est vrai que le grand souci, je partage entièrement ce que vient de dire Thierry, le grand souci quand même de Yorgos Lanthimos, c'est qu'il ne sait pas faire simple. Or, son histoire, je pense l'exiger pour qu'elle soit vraiment détonnante, qu'elle soit vraiment efficace. Je m'explique. C'est quelqu'un qui en fait trop tout le temps pour montrer. Alors, je sais même pas qui fait de la mise en scène parce que c'est pas de la mise en scène, ce sont des trucs, une série de trucs. Alors, son grand truc à lui, c'est le fisheye, donc le grand angle, cet objectif déformant qui rend encore plus grotesque une histoire qu'il est déjà, mais qui arrive
de manière incompréhensible, parfois, parce que la plupart du temps, c'est filmé quand même avec un objectif tout à fait standard, mais de temps en temps, il rappelle qu'il est là, donc c'est comme si vous regardiez par le Judas de votre porte, et tout d'un coup, c'est pas qu'il regarde par ce Judas, mais il regarde. Ou alors, de temps en temps, c'est tout le contraire, il va nous mettre la longue focale, c'est-à-dire que quelqu'un de très net avec un fond qui est très flou. Pourquoi ? Parce que c'est rigolo d'utiliser ce genre d'objectif. On ne peut pas comprendre autrement pourquoi il le fait. À côté de ça, vous avez un univers hyper saturé, donc et un univers, on est en l'époque victorienne manifestement, donc c'est l'esthétique steampunk, le rétrofuturisme appliqué à l'époque victorienne, mais le tout effectivement avec des décors et des effets spéciaux qui évoquent le Terry Gilliam grande époque, mais même celui des Monty Python, des animations. Ça peut aussi évoquer Tim Burton. Il y a aussi... Tim Burton est très convoqué, notamment celui d'Edouard aux mains d'argent pour le laboratoire fou, qui est une revisitation des classiques de la Universal. Donc en fait, il n'invente rien, notre ami Lanthimos, il recycle beaucoup, mais par une saturation dans un univers qui est déjà déréglé. Or, tout le sel, effectivement, de ce film, et Thierry l'a dit justement, c'est la performance d'Emma Stone, qui est un travail sur l'idiotie, c'est-à-dire que c'est une femme qui a un cerveau de bébé, donc on va voir grandir, qui a du mal à maîtriser son corps, il y a quelque chose de très clownesque, et qui peut, le burlesque à ce point-là, peut être quelque chose de très déstabilisant pour un univers normé dans lequel il est. Le problème, c'est que l'univers est déjà complètement déglingué autour d'elle. Donc c'est absolument inopérant. Tout ce qu'il pourrait y avoir de perturbateurs, une attaque contre la société, de subversif dans ce corps-là et dans cette façon d'agir, est en fait complètement désamorcé par l'univers dans lequel elle baigne. Donc il annihile tout ce qui est formidable dans ce film. Et vraiment, pour le coup, j'ai aussi été déçu en bien par ce film, parce que l'énergie d'Emma Stone, le fait qu'elle soit coproductrice du film, lui permet elle aussi d'avoir un contrôle sans doute sur ce qu'elle peut. On sent qu'elle s'épanouit, que c'est fait pour elle ce film. Elle s'éclate, et nous avec. Le problème, c'est que j'aimerais même pas cinéaste, le réalisateur autour désamorce complètement tout ce qu'elle peut proposer. Donc, si je vous suis bien, Antoine Guillot, notamment par cette petite pique, c'est qu'en fait, finalement, Lanthimos a une idée, c'est celui de se focaliser sur ce personnage principal qui est Emma Stone, de la suivre dans cet apprentissage, motricité, langage, sexualité, jouissance, raison, et d'accoler à ça des sortes de trucs, c'est-à-dire des décors, des animaux chimériques, des beaux décors. Les décors sont très beaux, des costumes incroyables, et c'est tout. Est-ce que pour vous aussi, il n'y a pas de mise en scène, Thierry Chaise ? Moi, je pense qu'il veut quand même raconter quelque chose sur le féminisme, et c'est quand même le but, j'ai l'impression, du film. C'est-à-dire que, alors je crois que c'est adapté d'un roman, donc c'est pas une histoire préexistante, mais il y a quand même la volonté, à travers quelque chose qui pourrait être subversif, puisqu'on parle quand même d'un cerveau de bébé, cette femme qui va avoir plein d'expérience. Enfin, il pourrait y avoir quelque chose de dérangeant. Et ce qui me gêne, c'est que ça ne l'est pas du tout à cause de tout ça, qui nous éloigne et qui nous dit non, mais vous inquiétez pas, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Mais il y a quand même la volonté de raconter la construction de cette femme, son choix de la sexualité, à un moment de dire bon, dans le bordel où elle va être, où elle va travailler, d'un peu fixer les règles. Donc ça, moi, je sens véritablement quelque chose. Le problème, c'est que, comme souvent chez lui, je sens beaucoup, alors que j'aimerais ressentir par moi-même. Et on me fait clignoter des choses, et alors que l'interprétation d'Emma Stone est à l'inverse, c'est-à-dire justement par cet apprentissage, on va petit à petit, et lui, il nous dit attendez, c'est des grands clignotants, c'est ça moi qui me gêne. Je pense qu'il y a, alors il y a trop de trucs ou trop de mise en scène, mais mais allège. La mise en scène qui annihile. Allège, je vois bien, c'est la volonté de faire du grand spectacle, mais pour cette histoire, le minimalisme, et là je suis d'accord, ce que Antoine Guillot me paraissait mieux. Alors vous avez raison, c'est bien adapté d'un roman d'Alasdair Gray, donc c'est un auteur écossais que Lanthimos a rencontré avant sa mort pour acheter les droits. Il est mort en 2019. Il avait publié Pauvre créature en 1992. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le propos en fait de Lanthimos, où vous le dites tous les deux. En fait, ça a l'air très surligné. C'est-à-dire que on a Emma Stone, c'est un récit d'émancipation. Certains y verront un récit d'émancipation féministe, d'autres au contraire diront que c'est pas du tout féministe parce que c'est que des clichés autour de la domination et que c'est une femme seule, non pas dans la sororité, qui va s'en libérer. Là aussi, est-ce qu'on a un récit qui, assez simple, devient même parfois un peu creux, Antoine Guillot ?
En tout cas, c'est un récit dominant actuellement. Il est intéressant de le comparer à celui de Barbie, par exemple, où là, on a de même un parcours d'une poupée. Dans les deux cas, d'ailleurs, elles sont présentées comme une poupée qui va découvrir le monde réel, entre guillemets, qui va découvrir que le monde réel, c'est celui du patriarcat, des hommes atroces, etc., et qui va y tracer son chemin toute seule comme une grande pour retourner chez elle, ayant grandi. Le tout étant à chaque fois porté par une actrice formidable et qui est coproductrice. Donc c'est manifestement le récit dominant aujourd'hui à Hollywood. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est un film qui est bavard et qui est d'un didactisme permanent, enfin qui nous explique... Alors on a même la mention d'Emerson et du perfectionnisme moral, donc on sait où on est. Au cas où on n'aurait pas compris, tout nous est bien dit, y compris les dimensions socialisme, qu'est-ce que c'est qu'un corps prolétaire, quelqu'un qui veut dire « ouais, mais tu n'es qu'une pute », il dit « ah, mais non, moi je suis propriétaire de mes moyens de production, je suis mon propre moyen de production ». Donc on sent effectivement qu'on a tout lu et souligné, mais le talent du cinéma, c'est de faire passer ses idées sans nous les dire, qu'on puisse comprendre plus ou moins confusément ces questions-là. Le fait même qu'il soit obligé de nous le dire dit à quel point il n'a pas confiance en lui. Après, est-ce que Lanthimos a cessé d'être misanthrope ? Peut-être, en tout cas, il a partagé sa misanthropie, c'est-à-dire que là, il est du côté des femmes, mais ça lui permet d'être totalement misandre, qui est son propos, là, en montrant effectivement les hommes sont soit dévorés par l'appétit sexuel féminin, soit dès le départ émasculés, comme le personnage de Willem Dafoe, soit devant faire des preuves de déconstruction pour que la femme puisse demander en mariage quelqu'un. Il a bien dit, oui, j'ai compris, c'est ta liberté, tu sais ton corps, tu fais ce que tu veux. Ok, alors tu veux m'épouser parce que c'est l'homme parfait. Donc c'est une espèce de catéchisme contemporain de comment il faut se comporter pour être dans le droit chemin. On n'a pas le sentiment quand même que Lanthimos, faisant preuve de tout ça, il croit complètement, mais en tout cas il fait un bon produit marketé pour être dans ce qui est acceptable moralement aujourd'hui. Donc vous voulez dire qu'il est devenu cynique au point de proposer des produits marketing dans l'air du temps? Il a perdu son mordant de Canine de 2009. Oui, non, mais je pense qu'il a toujours été. Dès Canine, il l'était cynique. C'est-à-dire qu'il il y avait un côté... C'était très cruel, là. Il n'y avait pas de côté dimension positive du récit. Mais parce qu'il se plaçait dans un moment du cinéma d'auteur de festival où il fallait être mordant, cruel, dans des longs plans fixes. C'était l'esthétique. Vous l'aimez vraiment pas du tout. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est assez roublard. Je n'ai pas à l'aimer ou pas. Je constate qu'il s'inscrit très précisément dans un marché à chaque fois, qu'il suit avec finesse l'évolution du marché. C'est pas le seul réalisateur à faire ça dans le monde aujourd'hui. Et qui a épousé une époque. Je pense que si aussi tous les comédiens anglo-saxons viennent à lui, c'est parce qu'il y a moins d'offres dans leur pays de cinéastes qui, comme ça, sont invités dans les grands festivals. Je pense que tout le monde s'accorde. La différence avec Canine, c'est que Canine, pour moi, était quand même moins dictique. C'est-à-dire que on passait vraiment on passait beaucoup plus par le corps. Et que là, c'est comme si en allant de plus en plus vers Hollywood, il y avait la nécessité de dire oh là là, attention, ils vont pas tout comprendre, donc je vais quand même mettre un sous-titre et puis une traduction au cas où. Mais pourquoi on peut pas le voir, ce film aussi, comme un récit à la Candide de Voltaire, où tout est assez surligné, tout est assez donné, mais on fait le parti, de pacte, de suspension de l'incrédulité, et de se dire on est plongé dans un monde avec Emma Stone qui nous emporte, avec des décors un peu carte postale, idéalisée. Et en fait, on nous dit tout, mais on y croit. Et on est bien, en fait. On est bien pendant 2h20, on ne voit pas le temps passer. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit. Moi, oui. Sur le moment où vous avez été emporté, c'est après que vous vous êtes dédié. Peut-être pas Antoine, qui lui, dès le début, était... Non, alors moi, c'est plutôt le contraire. J'étais très énervé au départ, et plus ça avance, elle est quand même formidable, cette Emma Stone. Donc c'est ce qui me permet de rester pendant le film. C'est-à-dire que le film que vous décrivez, c'est le film qu'on aurait voulu voir. Débarrassé d'un certain nombre de scories et totalement emporté par ce jeu génial sur l'idiotie. Malheureusement, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc on peut faire, c'est au-delà même de la suspension volontaire de l'incrédulité, c'est de se dire c'est la seule façon de tenir. Donc on va se concentrer sur cette partie-là. Et elle est formidable. Donc, c'est plutôt, on peut dire, le film le moins pénible de Lanthimos. Et puis, on peut dire quand même un mot des autres interprètes, parce qu'il y a Emma Stone, mais il y a aussi Willem Dafoe, il y a aussi Mark Ruffalo. Ils sont quand même aussi, c'est quand même des personnages secondaires qui sont
bon, non, qui justement participe de cette... Non, mais ça participe. Tout ça, moi, je suis gêné par l'écriture de ces personnages-là. Mais après, Mais il y a un plaisir de les voir à l'écran. Moi, c'est ce que je dis. Le premier truc, c'est qu'il y a en effet un plaisir. C'est un cinéaste efficace dans son domaine, Lanthimos. On peut pas lui retirer ça. On dit ça parfois de cinéastes qui font des blockbusters. Et bien, lui, dans son domaine, il est très efficace et tout ce qu'on lui accroche. Simplement, c'est quand il y en a un ou deux personnages comme ça dans un film, c'est bien. Quand d'un seul coup, tous sont dans on dit, oula, il y a déjà beaucoup de bruit et on rajoute encore, il y avait une cymbale qui n'était pas arrivée, la grosse caisse arrive. En fait, voilà, il faut être en forme et pour aller voir le film, je pense. Ouais. Je m'appelle Bella Baxter. Il y a un monde à explorer, à sillonner. C'est notre but à tous de progresser, de grandir. Une femme qui trace sa route vers sa liberté. Je trouve ça exquis. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Nous vous parlions à l'instant de Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos. C'est en salle aujourd'hui et c'est donc avec Emma Stone. Et nous parlons à présent d'un film sorti la semaine dernière, Un silence de Joachim Lafosse. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où? Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire. Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là. Va à la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais que s'est-il passé cette nuit-là et que s'est-il passé depuis 25 ans pour que la famille Scar implose ainsi? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, non pas 25 ans, mais quelques mois avant, dans le confort feutré et malaisant de cette famille bourgeoise. François Scar, avocat star qui défend les victimes d'un pédocriminel, sa femme, Astrid, bonne femme d'intérieur, et Raphaël, leur fils adoptif de 17 ans, qui n'en fiche pas une. Et au milieu de tout ça, rien. Pas un mot, un silence. Le réalisateur Joachim Lafosse continue de filmer non pas l'événement dramatique fondateur, mais ses effets funestes ou comment la famille développe et entretient la mécanique de sa propre dissolution. Antoine Guillot, avez-vous été convaincu par les silences d'un silence de Lafosse ? C'est ce qu'il y a de plus beau dans le film, ce sont les silences, précisément. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait, d'ailleurs, pour ce film, c'est pas un silence, il faudrait pas qu'on en dise... J'ai cru que vous alliez le dire. Non, mais c'est une vraie question à se poser. Il faut pas trop en dire. Ce que j'aime déjà beaucoup dans le film, c'est qu'il ne fait pas de la révélation de ce qui s'est passé l'enjeu du film. Alors, on l'apprendra au fur et à mesure, le spectateur ne sera pas trop frustré, mais on aurait pu ne pas l'apprendre du tout, et le film en aurait été d'autant plus fort, parce que ce qui compte, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'on ne l'a pas dit. Et tout le début du film, notamment, fonctionne là-dessus. On est un peu paumé dessus, mais ce creux habite la mise en scène. C'est très curieux. C'est comme s'il filmait quelque chose qui n'est pas là et que ça l'obligeait à filmer, par exemple, dans des rétroviseurs, les regards d'Emmanuelle DeVos au début du film. Et chaque fois qu'elle prend une voiture, ce regard inquiet en arrière, qui est un regard aussi sur son passé, sont assez fascinants. Cette façon de filmer dans la maison, en ne filmant pas très exactement la famille, mais en filmant comme un regard sur la famille. De loin, par exemple. De loin, avec des surcadrages. Il n'a rien inventé, hein, c'est quelque chose d'assez classique quand on filme dans des maisons, sauf qu'à chaque fois on se demande, mais qui est là en train de regarder? Quel fantôme y a-t-il? Le personnage même que joue... Daniel Auteuil est toujours dans des recoins obscurs à faire des choses. On ne sait pas trop ce qu'il fait et à regarder de biais les autres. Tout ça, c'est un pur exercice de mise en scène que je trouve assez fascinant. Après, je pense que selon qu'on soit belge ou français, on voit le film très différemment parce que on le sait, c'est inspiré d'un fait divers qui a fait beaucoup de bruit en Belgique. Et pour un Belge, quand il voit le personnage d'avocat joué par Daniel Auteuil, il comprend tout de suite. Nous, ce n'est pas le cas. Et de fait, je pense que le spectateur français a une expérience beaucoup plus passionnante que le spectateur belge.
Thierry Chaz. Et c'est l'un des talents de Lafosse, qui lui-même est belge, justement d'avoir réussi à sortir de ce qu'il sait. Moi, je trouve ça d'autant plus fort pour laisser planer ça. Moi, comme souvent chez Joachim Lafosse, depuis Élève Livre, c'est des films qui me troublent et me mettent mal à l'aise, mais pour de bonnes raisons, sans qu'on me torde le bras pour dire attention, là tu vas être très mal à l'aise. Je trouve qu'il y a la précédente, c'était Les Intranquilles, qui était une mise en scène, beaucoup de plans séquences, mais caméra à l'épaule. Donc là, il y a aussi des plans séquences, mais dans cette maison qui est vraiment un personnage du film. Et là, pour le coup, c'est au contraire avec une caméra dolly et on laisse vraiment les plans pour en effet que le spectateur s'installe dans cette maison. Et moi, je suis comme Antoine. Au début, je suis totalement perdu. On sent qu'il y a une affaire. Je pense que c'est une histoire d'affaires économiques. Enfin, et en effet, de toute façon, on est avec eux. Et les deux acteurs font des performances incroyables puisque Emmanuel DeVos, donc Astrid qui interprète sa femme, l'épouse, qui en fait porte tout, et lui, Auteuil, ce qui est formidable, c'est que moi, en tous les cas, pour ma part, Auteuil, j'ai une sympathie immédiate pour lui, l'acteur et le visage, et donc ça m'aide à me perdre. Je prends plutôt parti pour lui au départ. Je dis bon, qu'est-ce qui arrive là, et c'est vraiment ce travail-là. Et tous les acteurs qui accompagnent, la présence de Jeanne Chéral, qui joue une des filles qui s'est éloignée de ce couple-là. Jeanne Chéral, c'est la commissaire. La commissaire, pardon, qui s'est éloignée. Et donc il y a la fille aussi, la fille aînée. Voilà, la fille aînée. Je trouve et surtout, il y a quelque chose chez Lafosse qui est, pour le coup, que je trouve très maîtrisé, et en même temps, qui laisse au spectateur que je suis la place de me faire son film à l'intérieur de ce dédale qu'il a su composé à la virgule. C'est-à-dire que plus ça va, plus je trouve qu'il maîtrise, et plus ça va, plus je trouve que moi j'y prends ma place, parfois douloureuse. Je suis pas sorti indemne du film, et il faut du temps pour en respirer, mais je n'ai pas eu un réalisateur qui m'a contraint à ce que je devais voir, à ce que je devais penser, et comment je devais ressortir de cette salle. À l'inverse de l'Antimos, donc là, on a vraiment un travail sur la mise en scène. Vous en avez parlé, Antoine et Thierry. Donc vraiment on a toujours l'impression, pas qu'on épie cette famille, mais en fait qu'on la scrute. Est-ce qu'il n'y a pas un côté redoublement en fait d'une réalité, c'est-à-dire quelque chose où on nous montre ce qu'il y a, mais on n'en dit rien. On ne juge pas, il ne se passe rien d'autre que ce qu'il y a sous nos yeux, et du coup, on manque un petit peu quand même peut-être d'un choix, d'un thème à explorer dans cette famille. Antoine Guillot. Précisément, c'est vous qui l'explorez, ce thème. Mais il nous en dit tellement peu. Quelle matière on a exploré? Il nous en dit beaucoup, mais par la mise en scène, pas par le discours. Et c'est évidemment, plus ça demande au spectateur un travail qui n'est pas du tout celui qu'on a devant un film de Lanthimos. Là, on doit plutôt écarter tout ce qu'on nous... tout ce qu'on nous propose. Là, on est un spectateur actif qui en sait de plus en plus et qui se rend compte aussi peut-être que cette histoire de silence, c'est peut-être avant tout une histoire de surdité. C'est-à-dire que c'est pas tout de ne pas dire les choses, mais quand on dit les choses, encore faut-il qu'il y ait des gens pour les entendre. Et le personnage de Jeanne Chéral, précisément, qui joue la commissaire au départ, est formidable. Ce qu'elle dit, et je crois que c'est dans l'extrait qu'on vient d'entendre, elle dit pas on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faut que vous et moi, nous comprenions ce qui s'est passé. Et le vous, c'est le spectateur. C'est-à-dire, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années où on n'a pas voulu entendre. Et de fait, on a tué parce que les paroles étaient inaudibles. Déjà, c'est un axe que je trouve assez intéressant. Ensuite, la fille, c'est Louise Chevillotte, la formidable Louise Chevillotte qu'on avait vue chez Garel et dans Mon seul désir, qui est une des meilleures actrices de sa génération, qui joue ce petit rôle et qui effectivement... Là... Donc le rôle de la fille aînée qui, elle, refuse même quand même de mettre un pied dans la maison. Elle est sortie, mais c'est celle qui, étant sortie, peut dire maintenant il faut arrêter. Quoi. Et si vous ne parlez pas, moi je vais parler, moi je vais déclencher les choses. Ce petit rôle montre à quel point Joachim Lafosse fait confiance totalement à ses comédiens, non pas pour faire preuve de technicité dans des rôles surécrits, comme c'est le cas, par exemple, quand vous parliez de Marc Ruffalo tout à l'heure, qui est formidable, mais qui se débat dans quelque chose qui est très normé. Il arrive à faire exister, par sa technique de réalisation, je crois qu'il les convoque avant le tournage, sur le plateau, pour quasiment que les comédiens lui expliquent les personnages qu'il a inventés. Donc il va creuser avec eux, et toutes leurs propositions donne quelque chose, une dimension extraordinaire au film, que ce soit chez les stars, parce que vous faites confiance à Daniel Auteuil. Moi, quand je vois un film comme ça, je pense plutôt à Daniel Auteuil de l'adversaire ou de Caché. Il vient aussi avec chargé de cette histoire. Donc, comme il est et que lui-même défend son personnage, mais non pas en disant regardez comment mon personnage est formidable, il le défend comme être humain
complexe, dépassé lui-même par sa propre perversité et navré de la contamination du mal qui s'opère dans cette famille à cause du déni. Donc tout ça, effectivement, on ne sait pas ce qu'on doit penser. Ah oui, c'est quand même ma question. Spectateur. Mais on va pas dans des films pour qu'on nous dise ce qu'on doit penser. Ne nous engueulez pas. On va voir Guillaume, ne nous engueulez pas. Tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout. Je ne demande pas on va voir des films pour s'interroger soi-même. Ça s'appelle un silence. Il n'y a que des silences et tellement peu de silence que le sujet étant tellement fort par lui-même que je demande si la Fosse ne se contente pas juste de nous montrer des images sans matière à explorer. Je pense au contraire, Joachim Lafosse vous permet de réfléchir par vous-même, ce qui est le plus grand luxe qu'on puisse avoir devant n'importe quelle œuvre d'art. Thierry Chaise, alors. Je suis d'accord sur ça et sur la place. Pas avec moi du coup, avec Antoine. Sur la place laissée aux comédiens, c'est-à-dire que tout ce travail que fait Daniel Auteuil est d'une méticulosité incroyable. Il est facile pour lui ou alors de dire je le défends à 100% ou je le descends à 100%. Et c'est vraiment des choses subtiles et des choses subtiles qui se jouent à deux puis à plusieurs. Mais le couple Auteuil-Devos, chaque fois qu'il y a un échange, on n'a pas envie de regarder, on est tellement mal à l'aise de les... Et ce personnage de Louise Chevillotte, en effet, qui est la menacée qui devient menaçante, puisque on sait que la bombe va exploser. On se dit juste quand. Et c'est ça qui est formidable, c'est un suspense horrible. Qu'est-ce qu'on pense du fils Raphaël, par exemple, qui donc du fils adoptif de Emmanuel DeVos et Daniel Auteuil, de leurs personnages, Astrid et François, qui en fait, parce que tout part de lui, en fait, de sa disparition une nuit, j'en dis pas plus. Et donc, l'idée, c'est de revenir à qu'est-ce qui a créé, en fait, le débordement, la disparition de Raphaël. Il y a quand même quelque chose qui se passe entre le père et le fils, la mère et le fils. Est-ce que ce fils, il assume aussi bien, l'acteur, ce rôle, en fait, d'héritier du mal, en fait? Antoine Guillot. C'est un personnage, je pense qu'il faudrait relier à celui d'Élève libre, précisément, qui montrait un ancien film. Un ancien film qui montrait un adolescent sous emprise sexuelle d'adulte. J'en dis pas plus. Je pense que Joachim Lafosse est quelque part là-dedans. Un dernier mot, Thierry ? Je suis d'accord. Il dit lui-même, il parle de choses autobiographiques. Je suis entièrement d'accord. Et c'est un personnage complexe, mais qui fait partie de tout ça, de tout ce qu'on a dit là, de cette ambiguïté qui fait qu'il faut aller voir ce film. Voilà. Donc un silence de Joachim Lafosse et revoir aussi peut-être les films précédents de Lafosse. Donc un silence, c'est sorti la semaine dernière dans les salles, c'est toujours visible, c'est avec Emmanuel DeVos et Daniel Auteuil. Merci à tous les deux. Antoine Guillot, on vous écoute tous les samedis à 14h, c'est votre émission Plan Large ici même sur France Culture. Thierry Chaise, on vous lit dans le magazine Première. Toutes les références sont sur le site de France Culture à la page des Midi Culture et sur l'application Radio France.